Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir un résumé des ondes mécaniques et lumineuses. On commence par les ondes mécaniques progressives. En définition, une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transport d'énergie mais sans transport de matière. Donc on distingue deux types d'ondes mécaniques. L'onde longitudinale, c'est une onde pour laquelle la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation, comme c'est le cas pour l'onde qui se propage le long d'un ressort, donc la direction de la perturbation qui est parallèle à la direction de la propagation. L'onde transversale, c'est une onde pour laquelle la direction de la perturbation elle est perpendiculaire à la direction de la propagation, comme c'est le cas pour l'onde qui se propage le long d'une corde, donc la direction de la propagation qui est parallèle à la direction de la perturbation. On va voir la notion de retard. Alors, considère une onde qui se propage dans un milieu, soit M imprime deux points du milieu de propagation, pardon, S la source de l'onde. La source est le point de départ de l'onde. Donc la perturbation en un point imprime des milieux à l'instant T' est celle qui existait auparavant en un point M au temps T', pardon, au temps T égale T' moins tau. Tau étant le retard entre le mouvement de M' et de M. Donc tau égale delta T égale T' moins T. Bien sûr, s'exprime en secondes. Alors la célérité V d'une onde donc, est définie par la relation suivante. V égale M' sur T moins T' égale la distance D sur le retard tau. Bien sûr, D c'est en mètres, tau en secondes. Et bien sûr, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Avec une remarque, c'est que la célérité d'une onde dépend des milieux de propagation. Donc toujours, la célérité dépend des milieux de propagation. Donc si on change de milieu, la célérité va changer. Par exemple, dans cet exemple, on a une onde sonore qui se propage à partir d'une source qui est le haut-parleur. On a deux capteurs R1 et R2 reliés à un oscilloscope. Donc le signal en rouge, c'est le signal capté par le récepteur R1. Le signal en vert, le signal capté par le récepteur R2. Donc le retard entre le mouvement de R1 et le mouvement de R2, c'est tau. Donc on détermine tau graphiquement par la relation tau égale à n fois SH, avec n le nombre de divisions. Par exemple, dans ce cas, on a 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, n égale à 5. Et SH, c'est la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Donc à partir de cette relation, on peut calculer le retard entre les deux signaux. Alors dans le cas des ondes mécaniques, tout point subit la même perturbation que la source, mais avec un retard tau qui est égal à Sm sur V. Sm c'est la distance entre la source et le point M. V bien sûr c'est la célérité. C'est-à-dire que le point M a le même mouvement que la source S avec un retard tau. Donc on peut écrire que le mouvement de M à l'instant T, Y de M à l'instant T, c'est Y de S à l'instant T moins tau. On dit que le point M vibre en retard par rapport à la source S avec un retard tau qui est égal à Sm sur V. Donc c'est la relation entre le mouvement de M à l'instant T et le mouvement de S à l'instant T moins tau. Y de M à l'instant T, c'est Y de S à l'instant T moins tau. Alors concernant les ondes progressives, mécaniques et périodiques. Alors une onde progressive, mécanique et périodique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation qui se répète identique à elle-même à un intervalle de temps, à des intervalles de temps égaux. À des intervalles de temps égaux. Alors tous les points du milieu de propagation vibrent à la même fréquence n, ou bien la même période t, avec n égale à 1 sur t. Alors bien sûr, la n c'est la fréquence qui s'exprime en Hertz, et t c'est la période qui s'exprime en secondes. Ce qu'on appelle la périodicité temporelle en secondes. Alors une onde mécanique périodique est caractérisée par une double périodicité, une périodicité temporelle ou la période t, une périodicité spatiale qu'on appelle la longueur d'onde lambda. Donc par définition, la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période t, ou c'est la plus petite distance séparant deux points qui vibrent en
phase. Alors graphiquement, lorsqu'on a le graphe qui représente les variations de y en fonction de t, alors il s'agit d'une périodicité temporelle, donc le temps t. Le graphe qui représente les variations de l'élongation en fonction de l'abscisse x, alors ici on a une périodicité spatiale, lambda. Les deux périodes t et lambda sont reliées par la relation v égale lambda sur t égale lambda fois n. Bien sûr, v c'est la célérité de l'onde, la célérité qui s'exprime en mètres par seconde. Lambda, bien sûr, c'est en mètres, t en secondes, et la fréquence, c'est en hertz. Fréquence, c'est en hertz. Donc la périodicité spatiale et la périodicité temporelle sont reliées par la relation v égale lambda sur t égale lambda fois n. Avec la remarque, c'est que la fréquence elle est indépendante du milieu de propagation. Pardon, la fréquence elle est indépendante du milieu de propagation, c'est-à-dire que la fréquence reste la même lorsqu'on change le milieu de propagation. Donc la fréquence elle dépend seulement de la source, alors que la célérité v et la longueur d'onde lambda dépendent du milieu de propagation. Donc lorsqu'on change le milieu de propagation, la fréquence de l'onde reste invariable, alors que sa célérité et sa longueur d'onde changent avec le milieu. Alors comment comparer l'état vibratoire de deux points des milieux de propagation? Alors, si on considère deux points A et B des milieux de propagation, pour comparer l'état vibratoire des deux points, on calcule le rapport de la distance AB sur lambda. Alors, deux cas. Le premier cas, c'est AB sur lambda égale à K, avec K un entier naturel. On dit que les deux points A et B vibrent en phase. Par exemple, si on trouve que AB sur lambda égale à K plus 1,5, on dit que les deux points A et B vibrent en opposition de phase. Alors, on a ces deux courbes dans le cas où les deux courbes vibrent en phase. On remarque que lorsqu'une courbe atteint son maximum, l'autre courbe atteint en même temps son maximum. Lorsque l'autre atteint son minimum, la deuxième atteint en même instant son minimum. On dit que les deux courbes sont en phase. Lorsque les deux courbes sont en opposition de phase, lorsque l'une est au max, l'autre est au min. Et inversement, les deux courbes sont en opposition de phase. Pour l'onde sonore, donc l'onde sonore c'est une onde mécanique longitudinale. Alors pour la gamme de fréquences comprise entre 20 Hz et 20 kHz, c'est ce qu'on appelle le domaine visible ou le son audible. Pour n inférieur à 20, c'est ce qu'on appelle les infrasons. Pour n supérieur à 20 kHz ou 20 000 Hz, c'est les ultrasons. Donc l'onde sonore, c'est une onde mécanique longitudinale. Selon la valeur de la fréquence, on distingue le domaine audible ou le son audible, pour lequel la fréquence de l'onde sonore comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Si la fréquence de l'onde sonore est inférieure à 20 Hz, il s'agit des infrasons. Pour les N, les fréquences supérieures à 20 kHz, il s'agit des ultrasons. Alors pour le phénomène de diffraction, une onde est diffractée s'il traverse une ouverture dont la largeur elle est inférieure ou égale à sa longueur d'onde. Donc si on a un obstacle de largeur θ, lorsqu'une onde de longueur d'onde lambda traverse cet obstacle, CA est inférieur ou égal à lambda, on obtient ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. On remarque un changement dans la nature de l'onde lorsqu'elle traverse l'obstacle. A noter que le phénomène de diffraction, c'est un phénomène qui est caractéristique des ondes. Donc chaque fois qu'on a un phénomène de diffraction, donc il s'agit d'une onde. Deuxième remarque, l'onde diffractée, elle garde les mêmes caractéristiques que l'onde incidente. Donc c'est l'onde incidente, onde incidente, pardon, incidente. Et lorsque elle traverse l'ouverture de largeur A inférieure ou égale à lambda, on obtient une onde diffractée. Onde diffractée. Donc on rappelle que la diffraction c'est un phénomène caractéristique des ondes. Donc chaque fois qu'on a le phénomène de diffraction, il s'agit d'une onde diffractée.
pour le milieu dispersif, pardon, un milieu de propagation est dispersif quand la célérité de l'onde dépend de sa fréquence. Donc, c'est un milieu, on remarque que la célérité change avec la fréquence, on dit que qu'il s'agit d'un milieu dispersif. A noter que pour l'air n'est pas un milieu dispersif pour les ondes sonores. Alors, quelle que soit l'onde sonore, on a toujours dans l'air, elle se propage avec la même célérité, V à peu près égale 340 mètres par seconde. Donc la célérité de l'onde sonore dans l'air, elle est de l'ordre de 340 mètres par seconde, quelle que soit la fréquence. Donc on dit que l'air est un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Et pour terminer ce petit résumé, on va voir les ondes lumineuses. Et on commence par le phénomène de diffraction des ondes lumineuses. Alors lorsqu'une onde lumineuse rencontre un obstacle, un fil fin ou un cheveu, une fente ou un trou, on remarque qu'il y a un changement de sa direction. Alors, on a ici des expériences. Premier cas, la direction de la fente est verticale. On remarque que les taches lumineuses observées sur l'écran prennent une direction horizontale. Deuxième cas, on a pris une fente horizontale et on remarque que la direction des taches lumineuses sur l'écran est verticale. Alors toujours la direction des taches lumineuses sur l'écran est perpendiculaire à celle de la direction de la fente. Donc on a ici un phénomène de diffraction, donc un rayon lumineux, lorsqu'il traverse une fente, il change de direction et au lieu d'avoir une seule tache lumineuse sur l'écran, on observe plusieurs taches lumineuses. C'est le phénomène de diffraction. Et à partir de ce phénomène, on peut déduire que la lumière est une onde électromagnétique. Donc le phénomène de diffraction nous permet de déduire que la lumière est une onde, puisque le phénomène de diffraction, c'est un phénomène qui est caractéristique des ondes. Ce n'est pas d'autre part, contrairement aux ondes mécaniques qui se propagent dans un milieu matériel, l'onde lumineuse se propage dans le vide et dans les milieux transparents, l'air, l'eau et le verre. Donc c'est ça la différence entre les ondes mécaniques et les ondes lumineuses. Donc, les ondes lumineuses peuvent se propager dans le vide et dans les milieux matériels, contrairement aux ondes mécaniques qui ont besoin toujours d'un milieu matériel pour se propager. On va voir ce qu'on appelle la lumière monochromatique. Alors, la lumière monochromatique, c'est une onde électromagnétique progressive sinusoïdale de fréquence nue. Alors, on a changé la notation pour les ondes mécaniques. On a noté N, c'est une note nue. Et c'est les nus. Donc, c'est la fréquence de l'onde lumineuse nue. Donc, une lumière monochromatique est une onde électromagnétique progressive sinusoïdale de fréquence nue donnée. Donc, chaque lumière monochromatique est caractérisée par une fréquence donnée. C'est-à-dire qu'elle est composée d'une seule radiation, donc d'une seule couleur. Donc une onde monochromatique, c'est une onde électromagnétique sinusoïdale de fréquence donnée, composée d'une seule radiation ou d'une seule couleur. Exemple, la lumière émise par un laser. Donc un laser, elle émet une onde, une onde lumineuse monochromatique, c'est-à-dire formée d'une seule couleur. La lumière polychromatique est composée d'un ensemble de lumières monochromatiques de fréquences différentes. C'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs radiations, donc de plusieurs couleurs. Exemple, la lumière blanche. La lumière blanche, c'est une lumière polychromatique composée de plusieurs radiations lumineuses. Alors, dans le vide, toutes les ondes lumineuses se propagent avec la même célérité qui est C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Avec C égale lambda 0 sur T égale lambda 0 fois nu. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide de la radiation lumineuse. Bien sûr, elle s'exprime en mètres. T, c'est la période en secondes. Nu, c'est la fréquence en hertz. Et C, c'est la célérité en mètres par seconde. Alors, dans le vide, toutes les ondes lumineuses se propagent avec la même célérité. Ça veut dire que le vide n'est pas un milieu dispersif pour les ondes lumineuses, puisque quelle que soit leur fréquence, ils vont se propager avec la même célérité. C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Avec une remarque, lors du passage d'une lumière monochromatique d'un milieu transparent à un autre, la fréquence nue ne change pas. Alors, comme on l'a déjà vu pour les ondes mécaniques, donc la fréquence, c'est une grandeur caractéristique de l'onde indépendante des milieux de propagation. Par contre, la célérité et la longueur d'onde
correspondantes sont modifiées. Alors la longueur d'onde et la célérité changent avec le milieu. Alors si on prend le cas d'un milieu transparent, donc la célérité de l'onde lumineuse s'écrit sous la forme V égale lambda sur T égale lambda fois nu. Alors dans le vide, les ondes lumineuses se propagent avec la même célérité C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu transparent, une onde lumineuse se propage avec la célérité V qui est égale lambda sur T. Lambda c'est la longueur d'onde dans le milieu, c'est exprimé en mètres. T c'est la période en secondes. Nu c'est la fréquence en hertz et V c'est la célérité dans le milieu. Alors remarquez qu'on n'a pas changé nu puisque la fréquence est indépendante du milieu. Par contre pour la longueur d'onde, alors dans le vide on l'a noté lambda 0 et dans le milieu c'est lambda. Pour la célérité, donc dans le vide on la note C et dans un milieu transparent on la note V. Pour C dans le vide, dans l'air, on considère que la célérité de l'onde lumineuse dans l'air est à peu près égale à celle dans le vide. On va voir ce qu'on appelle l'indice de réfraction d'un milieu transparent. Alors l'indice de réfraction N d'un milieu transparent, il est défini par N égale à C sur V, égale lambda 0 fois nu sur lambda fois V, égale lambda 0 sur lambda. Donc N, soit C sur V, ou lambda 0 sur lambda. C, la célérité de l'onde lumineuse dans le vide, et V, sa célérité dans le milieu. Lambda 0, la longueur d'onde de l'onde lumineuse dans le vide, et lambda, sa longueur d'onde dans le milieu. A noter que C, l'indice de réfraction N, elle est supérieure ou égale à 1. Donc il est égal à 1 dans le vide. Et sans unité. Donc N, c'est une grandeur positive, supérieure ou égale à 1, et sans unité. Donc N égale à 1 pour l'air. Alors pour l'air, on a C égale à V, donc N égale à 1. Alors domaine des radiations lumineuses. Donc les valeurs des longueurs d'onde dans le vide, lambda 0 des radiations lumineuses, nous permettent de les classer en différents domaines. Si la longueur d'onde lambda 0 dans le vide comprise entre 400 nano et 800 nano, la radiation appartient à ce qu'on appelle au domaine visible. A noter que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc nano, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Si lambda 0 est inférieur à 400, pardon, le premier cas, donc inférieur ou égal. Si lambda 0 est inférieur à 400 nano, la radiation appartient à ce qu'on appelle au domaine des ultraviolets. Pour lambda 0 supérieur à 800, c'est ce qu'on appelle le domaine des infrarouges. Donc le domaine visible, lambda 0 compris entre 400 nano et 800 nano. Inférieur à 400, c'est les ultraviolets. Supérieur à 800, c'est les infrarouges. On va voir les relations de la diffraction. On revient au phénomène de diffraction. Donc une fente de largeur θ, un écran placé à la distance d. On appelle grand L la largeur de la tâche centrale. Donc graphiquement, d'après le graphe, on a tangente θ qui est égal au côté opposé sur l'adjacent. Le côté opposé c'est L sur 2 et l'adjacent c'est D. Donc tangente θ égale à L sur 2D. Avec l'approximation tangente θ à peu près égale à θ. Donc on retrouve que θ égale à L sur 2D. C'est la première relation. D'autre part, on a une autre relation, θ égale lambda sur A. Donc d'après cette relation, on remarque que plus la largeur de la fente A est grande, plus l'angle de diffraction θ est petit. Et inversement. Donc θ, l'angle de diffraction, il est inversement à la largeur de la fente. θ s'appelle l'écart angulaire. Donc des deux relations 1 et 2, on peut déduire la relation lambda sur A égale à L sur 2D. Alors d'après la première relation, plutôt la deuxième relation, on a θ égale lambda sur A. Donc on peut écrire que θ égale lambda fois 1 sur A. Donc la courbe qui représente θ en fonction de 1 sur A, c'est une fonction linéaire dont le coefficient directeur lambda est égal à K. Donc K égale à lambda. Donc si on a la courbe θ en fonction de 1 sur A, on peut déduire lambda qui sera égal au coefficient directeur de la courbe. D'après la relation 3, on va l'appeler la relation 3, on a L égale 2D fois lambda fois 1 sur A. Donc la courbe qui représente les variations de la largeur de la tâche centrale L en fonction de 1 sur A, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur de D fois lambda. Donc si on a la courbe L en fonction de 1 sur A, on peut calculer lambda, ce qui sera égal au coefficient directeur K divisé par 2D. Alors pour finir, on va voir les relations de prisme. Donc un prisme d'angle grand A,
un rayon lumineux monochromatique qui arrive sur la première phase du prisme et subit la première réfraction et après deuxième réfraction, soit I l'angle d'incidence, R l'angle de réfraction, le premier angle de réfraction, R' et E'. On appelle l'angle de déviation D l'angle entre la direction initiale des rayons lumineux et sa direction finale. Donc on a les quatre relations des prismes. Les deux premières relations sont les relations de Descartes au point I et au point E'. Donc sinus I égale à 1 sinus de R et sinus I' égale à 1 sinus de R'. Relation de Descartes. Pour les deux autres relations, donc l'angle de prisme A égale à R plus R' et l'angle de déviation D c'est I plus E' moins A. Alors pour la démonstration, vous pouvez la voir dans votre cahier de cours. Donc ce sont les quatre relations des prismes. Quatre relations des prismes. Donc on va voir le phénomène de la dissipation. Donc la dissipation de la lumière polychromatique et sa décomposition par un prisme en radiation monochromatique. Alors ici on a un rayon lumineux monochromatique. Si on remplace ce rayon monochromatique par un rayon polychromatique, on remarque qu'à la sortie du prisme, on aura plusieurs radiations lumineuses différentes. Le phénomène s'appelle le phénomène de dispersion de la lumière. Donc la dispersion de la lumière polychromatique et sa décomposition par un prisme en radiation monochromatique. Exemple, la dispersion de la lumière blanche. Donc la lumière blanche, lorsqu'elle traverse un prisme, on obtient ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche, formé par les radiations qui varient entre le rouge jusqu'à le violet. Avec le rouge, la radiation rouge, c'est la moins déviée, et le violet, c'est le plus dévié. Donc la radiation rouge moins déviée et le violet, la radiation violette, pardon, est la plus déviée. Violet plus dévié. Ainsi se termine notre résumé sur les ondes. On va se voir dans d'autres résumés nucléaire, chimie, mécanique et électricité. Merci de votre attention et à bientôt.